Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, le Tchad, le Gabon, la RDC, le Sénégal, la Mauritanie et le Kenya. Bienvenue à toutes et à tous. La libre circulation des personnes est désormais chose effective au Tchad. Le pays ouvre ses frontières aux ressortissants de la CEMAC. La RDC réinstaure la TVA sur les importations des entreprises minières. Cette taxe avait été suspendue pendant un an. Enfin, la Mauritanie affiche une croissance faible à 1,7% selon le FMI. Je le disais à l'instant, les frontières du Tchad sont désormais intégralement ouvertes aux ressortissants de la CEMAC, entendez Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ceci en application des instructions des chefs d'État de la zone qui instaurent la libre circulation des ressortissants des 6 États membres de la CEMAC de manière intégrale. Ainsi, tout ressortissant d'un État membre de la CEMAC détenteur d'une pièce d'identité ou d'un passeport en cours de validité ne sera plus soumis à l'obligation de visa ou d'autorisation de sortie pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois. Il faut préciser que le Tchad est le premier pays à ouvrir intégralement ses frontières aux populations de l'espace communautaire depuis le sommet des chefs d'État tenu en Guinée équatoriale. C'était en février 2017. Le Gabon reste une destination très prisée par les investisseurs. En témoigne le franc succès de l'émission d'obligations internationales de 200 millions de dollars que le pays a effectué la semaine dernière. Les souscriptions atteignent un montant global de 600 millions de dollars. Le pays s'est cependant contenté de son besoin initial de 200 millions de dollars. Le taux d'intérêt était de 7% à l'ouverture des offres, puis il est descendu à 6,85%. L'engouement des investisseurs n'aura donc pas été entamé par le niveau d'endettement du pays qui est projeté à 62% de son produit intérieur brut pour 2017. Il faut ajouter que l'élément favorisant, en dehors bien sûr du taux d'intérêt qui était supérieur à 5%, serait l'accord que le Gabon a trouvé avec le Fonds monétaire international, un accord qui lui donne une certaine marge dans la gestion de son équilibre extérieur. Direction maintenant la République démocratique du Congo qui réinstaure la taxe sur la valeur ajoutée TVA pour justement renflouer ses caisses. Ceci après l'avoir exonéré pendant un an. La nouvelle fâche bien sûr les opérateurs économiques qui estiment que le moment n'est toujours pas bon pour passer à la caisse. En difficulté financière depuis quelque temps, la République démocratique du Congo, pour doper ses recettes, s'attaque aux entreprises minières. Le canal est simple. Kinshasa a réinstauré samedi la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations des exploitants miniers actifs sur son territoire. Bien évidemment, la décision n'est pas du goût des opérateurs, dont une partie se plaint du climat économique difficile. Mais il y a un an, les autorités étaient magnifiées à l'annonce du contraire. Le gouvernement congolais avait accepté de suspendre la taxe en juillet 2016 pour soutenir les entreprises pendant la période où les cours des matières premières étaient au plus bas. Kinshasa avait également restitué environ 700 millions de dollars en remboursement de TVA dû à ses opérateurs. Mais c'est du passé. Le gouvernement estime qu'il n'est plus en mesure de donner ce genre de privilèges. Asphyxié par la même baisse des prix, Kinshasa est acculé à augmenter des revenus fiscaux pour remonter la pente et neutraliser un taux d'inflation qui devrait franchir le cap des 30% cette année. Il est aussi question d'une répercussion de la chute du franc congolais qui a perdu plus de 30% de sa valeur au cours de la dernière année. Par ailleurs, les réserves de change de la Banque centrale ne pourraient couvrir qu'environ 3 semaines d'importation.
La restauration de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas la seule mesure qu'entreprend Kinshasa pour doper ses recettes du secteur minier. Il y a à peine un mois, la Banque centrale du Congo avait adopté des mesures restrictives à l'encontre des entreprises minières pour pallier la faiblesse des recettes fiscales de l'État. Il s'agit de nouvelles sanctions pour les entreprises qui ne rapatrieraient pas au moins 40% de leurs revenus des exportations de minéraux, comme le dicte le Code minier. Au mois de juin 2017, la production industrielle a chuté au Sénégal de 16,4% par rapport au mois de mai et de 9,4% par rapport à juin 2016. Cette chute est essentiellement due aux contre-performances notées notamment dans les industries alimentaires, du papier et du carton, sans oublier les industries de matériaux de construction, les industries extractives et autres industries manufacturières. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, un arrêt de production des industries textiles et du cuir et une quasi-stabilité dans la production des industries énergétiques sont aussi à noter dans ce pays. Autre remarque, la production totale durant le premier semestre 2017 s'est bonifiée de 2,3% par rapport à la même période en 2016. La croissance économique reste faible en Mauritanie. C'est la conclusion à laquelle ont abouti les administrateurs du Fonds monétaire international au terme d'une mission dans ce pays. Ces administrateurs ont également dévoilé que la dette extérieure de la Mauritanie continue de s'accroître. Une croissance faible à 1,7% et une dette extérieure qui s'accroît jusqu'à 72% du PIB. Voilà les conclusions auxquelles ont abouti les administrateurs du FMI au thème d'une mission en Mauritanie. Selon ces administrateurs, les risques qui pèsent sur la stabilité financière du pays ont aussi été accentués par le ralentissement de l'activité économique. Voilà pourquoi il recommande que la politique budgétaire se centre sur la consolidation des ajustements assurés jusqu'à présent et sur la création d'une marge de manœuvre budgétaire en accélérant les réformes en cours. Ceci permettrait d'accroître les dépenses sociales et les dépenses d'infrastructure sans compromettre la stabilité macroéconomique ni la viabilité de la dette. Autre recommandation, la modernisation des administrations fiscales et douanières, la mise en place d'un impôt sur les sociétés, l'adoption d'une nouvelle loi de finances organique et la suppression progressive des exonérations fiscales. Les autorités mauritaniennes sont par ailleurs invitées à éviter les emprunts non concessionnels et à accorder plutôt la préférence aux prêts concessionnels et aux dons. De quoi booster la croissance dans un contexte où le pays est en train de renforcer la supervision bancaire et de préparer une stratégie nationale de croissance accélérée et plus inclusive pour la période 2016-2030. Cette stratégie comprend des réformes structurelles et un vaste programme d'investissement en infrastructures financé sur ressources extérieures pour soutenir l'emploi, la croissance et la diversification. Contrairement à la Mauritanie, le Kenya affiche une expansion économique de 6,4% du PIB pour l'année 2017. Nous en parlons dans un instant avec notre chroniqueur. Et nous retrouvons ainsi Casimir Pédiop. Bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès, Alors, merci pour l'invitation. Comment se porte le Kenya aujourd'hui? Le Kenya se porte très bien avec, donc, comme vous l'annonciez, un taux de croissance de 6,4%, ce qui justifie ici une expansion économique. Il faut déjà dire que l'expansion économique, contrairement donc à la récession économique ou à la croissance économique, est une période au cours de laquelle l'État, enfin le pays, connaît une croissance, un boom économique
de l'ordre de 0,5%, à partir de 0,5% de son produit intérieur brut. Ici précisément, le Kenya a affiché une très belle performance. Depuis donc 10 ans, le Kenya est dans cette dynamique de croissance. Mais spécifiquement pour l'année 2017, le Kenya, enfin, l'opérateur économique kenyan, la population tout entière ont travaillé et ont doublé donc leur production, ce qui fait passer aujourd'hui le Kenya dans le rang des pays à forte taux de croissance. Cependant, le pays vit dans une certaine situation inconfortable au niveau donc de sa population. Donc il y a une sorte de déséquilibre social entre donc le taux de croissance et la vie des populations, ce qui pose aujourd'hui un problème que les observateurs ont bien voulu faire parvenir donc au gouvernement afin que des mesures idoines soient prises pour que le Kenya puisse jouer le jeu entre la croissance économique et le développement humain durable. Est-ce que nous devons comprendre, Casimir Pédio, par là qu'aucune incidence n'a été notée sur l'économie kenyane avec les incidents qu'on a enregistrés après les élections générales organisées dans le pays? Pas du tout. Et même la situation économique, la crise donc, économique des années 2009 n'ont pas pu impacter négativement donc, l'économie du Kenya pour la simple raison que c'est un pays qui vit essentiellement aux dépens donc, des facteurs de production tels que le tourisme, tels que l'agriculture, mais également la bonne performance économique de ce pays est due donc, aux réformes engagées donc, par l'État kenyan, ce qui permet aujourd'hui au pays de faire face donc au choc à la fois endogène et exogène. Vous l'avez si bien dit, la politique ici n'a pas pu donc impacter négativement le train-train quotidien donc de la population et l'économie, le produit intérieur brut s'accroît d'année en année depuis 10 ans. En tout cas, selon les observateurs, le pays est un modèle au niveau donc de l'Afrique orientale et notamment de tout le continent et est aujourd'hui cité. D'ailleurs, la Banque mondiale a affiché une très bonne note, la note de 3,3 en termes donc de performance et recommande. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que les indicateurs de performance, enfin, la note la Banque mondiale, à travers donc cette structure décentralisée, essaie donc d'évaluer la performance de chaque pays. Et donc, pour le compte de 2017, le pays pourra bénéficier donc du fonds de l'IDA, l'Association internationale donc de développement, qui est aujourd'hui un fonds qui permet donc à des pays comme le Kenya, le Sénégal et aussi l'Éthiopie qui affichent quand même une très bonne performance en termes de gouvernance économique, de pouvoir bénéficier donc de l'assistance financière de ces institutions-là. Alors, quelles sont les perspectives économiques du Kenya à l'heure actuelle? On annonce déjà une forte urbanisation dans les grandes villes, en dehors donc de Nairobi. Il y a des villes comme Mombasa, Nakuru, Eldoré qui seront d'ici 2030 des villes à forte urbanisation avec une croissance de la population de l'ordre de 50% et d'ici 2050 une croissance de 75%. Et donc aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir travailler pour pouvoir offrir un mieux-être donc à ce pays-là. On annonce également le Kenya comme l'Eldorado des pays comme la Somalie emploie donc à l'insécurité et aussi le nord donc du Soudan qui aujourd'hui ne vit pas de façon sécuritaire dans la zone. Et donc le Kenya pourrait être cet Eldorado-là. Merci beaucoup Casimir Pédio pour toutes ces explications. Rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin. Merci de nous avoir suivis et à demain.